Amakumba mamundi mwawase yetana losenginde mumusea temenapwe ndodo ila Afrika Amatumba mamundi mwawase yetana losenginde nini mbembe bele do balongo to weni de bele ponde moto weni ponde. C'est une parole de foi, de manière fondamentale. Les œuvres venant après la foi, on comprend que cette affirmation précède la manifestation réelle de ce grand Cameroun que nous entrevoyons dans l'esprit. Et nous n'inventons rien à la matière d'ailleurs. Les Américains, pour les citer, dans leur mythe fondateur, présentent les États-Unis comme la nouvelle Israël, le pays rédempteur de l'humanité. Les pères fondateurs des États-Unis disaient que Dieu a envoyé l'Amérique pour sauver le monde et que l'Amérique c'était le nouveau monde. Donc nous n'inventons rien. La France, n'est-ce pas, d'après ses dirigeants, c'est le plus grand pays du monde. Dans tous les discours des chefs d'État français, vous entendez parler du rôle universel de la France. Et ils essaient de traduire cette affirmation-là dans leurs impérialismes. Vous voyez la même chose avec les Anglais. L'Espagne, quand elle dominait le monde à un moment donné, dans la splendeur de son empire du côté de l'Amérique latine, croyait qu'elle était éternelle. Donc c'est une parole de foi. Et c'est une parole de foi qui maintenant a des fondements historiques, a des fondements culturels, a des fondements palpables. Sur le plan de l'histoire, le Cameroun c'est le pays qui a rencontré tous les colonialismes. Depuis le Portugal, en passant par la France, l'Angleterre, l'Allemagne, la Hollande, même dans une certaine mesure les États-Unis. Donc, l'Amérique a été le carrefour de tous les colonialismes. Et ça a une signification pour nous, ça a une très grande signification que cette terre qu'on appelle le Cameroun ait été le carrefour de tous les colonialismes. Il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde qui ont cette histoire-là. Sur le plan du relief du Cameroun, c'est différentes chaînes montagneuses. Quand on mettait ça en parallèle avec le mont Cameroun, que le Carthaginois avait qualifié de char des dieux, nous appelons ça char de Dieu. Ce mont en particulier est quelque chose de mystérieux. D'abord, à partir de ce mont, vous captez toutes les fréquences au monde. Il présente des avantages balistiques extraordinaires, pour ne parler que ça. Les dimensions stratégiques, géomilitaires du mont Cameroun se passent de commentaires. Et sur le plan du caractère ethnique du Cameroun, mais c'est un caractère universel. Tous les peuples d'Afrique se rencontrent d'une certaine manière au Cameroun. Et les populations du Cameroun ont des origines très lointaines qui remontent très longtemps, très long jusqu'en Égypte antique. Et vous voyez là, les ethnies qui vivent pour le Cameroun ont des ramifications dans pratiquement presque tous les pays africains. Donc voilà un pays qui est le résumé du continent africain. C'est pour ça qu'on l'a appelé l'Afrique en miniature. Donc quand on met tout ça ensemble et qu'on essaie de philosopher, d'interpréter, on est fondé à dire que le Cameroun, c'est le monde. Quand vous mettez en parallèle le caractère ethnique du Cameroun, son caractère géographique, son caractère historique, et même au niveau de l'hydrographie du Cameroun, c'est-à-dire que le Cameroun, c'est le pays où vous avez le résumé de tous les climats. Tous les climats se résument au Cameroun. Vous avez des moments où vous avez l'impression qu'il fait plus chaud au Cameroun qu'ailleurs dans le monde, dans certaines saisons. Et en saison pluvieuse, vous avez l'impression qu'il pleut au Cameroun plus qu'ailleurs. D'ailleurs, même, il paraît que dans notre pays, nous avons un lieu, Diboudia, où il pleut le plus au monde. Donc, c'est rare de voir un pays qui résume tant l'humanité dans ses dimensions historiques, dans ses dimensions géographiques, dans ses dimensions ethniques. Donc, c'est fort de tout ça que nous théorisons, que nous affirmons la vocation universelle du Cameroun. Et si on prend toute la course de l'humanité jusqu'à présent, vous voyez que nous sommes dans la globalisation aujourd'hui, c'est-à-dire que les impérialismes, n'est-ce pas, ont globalisé le monde sur le plan de la technologie et même sur le plan géographique aujourd'hui. On peut dire que la Terre est presque finie.
Donc, s'il y a un projet aujourd'hui pour sauver l'humanité, s'il y a un projet de pacification de la vie mondiale, s'il y a un projet d'humanisation de la globalisation, s'il y a un projet visant à donner un sens à ce qu'on appelle globalisation, mais ce projet doit être le dépassement de la francité, de l'anglo-saxonité, de l'américanité, de l'Allemagne, du latinisme. Bref, ce projet doit être le résumé, le dépassement de tous les universalismes, n'est-ce pas, qui sont succédés dans l'histoire de l'humanité, pour dégager enfin ce qu'on appelle le vrai universel. Cheikh Anta Diop a parlé de la civilisation de l'universel. Nous sommes ceux qui pensons que le Cameroun a cette vocation à porter, à être la matrice de cette civilisation de l'universel. C'est pour ça que nous disons que, au regard de tout ça, nous affirmons qu'aucune force au monde ne peut déstabiliser le Cameroun. Oui, le Cameroun, c'est un pays spécial. Oui, il a un rôle, il a un destin particulier, comme je viens de le démontrer. Donc, c'est à partir de là que nous affirmons qu'aucune force au monde ne peut déstabiliser le Cameroun. Oh, la politique au Cameroun reflète l'histoire de notre pays. L'histoire du Cameroun, si on prend la parenthèse qui commence avec la colonisation allemande, l'histoire du Cameroun, c'est une histoire glorieuse, mais tragique. Tragique parce que les chefs Douala offrent quelque chose de grande envergure aux Allemands, un projet de co-souveraineté. C'est-à-dire que les chefs Douala proposaient aux Allemands de fonder ce qu'on appelle aujourd'hui le droit international, la co-souveraineté. Parce que quand on parle de globalisation, c'est quoi? C'est de cela qu'il s'agit. Les Allemands n'ont pas été capables de comprendre ça. Les Allemands n'ont pas été capables de recevoir une telle offre. Ils ont liquidé les dirigeants historiques de notre peuple. Ils ont pendu Mangabel, lui et son secrétaire, et ils ont massacré tous les résistants de l'époque qui essayaient de s'opposer à leur projet. Vous voyez, il y a la tragédie dès le départ dans cette histoire. Eh bien, ils perdront le Cameroun, ils vont être remplacés par les Français et les Anglais, qui, sur une base illégale, sur une base unique, vont compléter le Cameroun et vont se le partager avec la bénédiction, n'est-ce pas, de la SDN de l'époque. Donc, un pays qui n'a en fait jamais été une colonie a été fait colonie à cause de la passivité des sociétés internationales de l'époque. Ça a fécondé un indépendantisme et un patriotisme brûlant, que Wandje, Moumi ont assumé au niveau que nous connaissons tous. Et là, encore une fois de plus, la tragédie est entrée en scène. La France a décidé de liquider tous nos héros nationaux, de tuer des centaines de milliers de patriotes camerounais pour nous donner une indépendance factice. Donc, décolonisation ratée. De Gaulle nous a servi une grande escroquerie qu'il a qualifiée indépendance. Ça fait donc que le mouvement national camerounais, qui a culminé avec le Wandje Moumi, mais qui a commencé depuis le matin Paul Samba, les Mangabel, les Ngosodine et compagnie, ce mouvement avait vocation à diriger le Cameroun, à porter le Cameroun et à féconder cet enfant, n'est-ce pas, qui était en gestation depuis la signature du traité Germano-Douala jusqu'aux interventions de Oumyobé aux Nations Unies. Donc, on va tuer cet enfant. Et qu'est-ce qui va se passer? On va détruire ce mouvement, on va violer cette jeune femme. Je compare le Cameroun à cette jeune femme. On va la violer et ça va produire un enfant que personne ne va assumer aujourd'hui. Donc, là est la tragédie du Cameroun. C'est une décolonisation ratée. Et du coup, le pays produit traumatisme sur traumatisme. Traumatisme sur traumatisme parce que justement, ce précédent, la manière dont ce pays, le Cameroun et son État émergent dans l'histoire, là encore, c'est de la tragédie. Donc, ça veut dire quoi sur le plan politique? Ça veut dire qu'au Cameroun, il y a une contradiction originelle, terrible qui travaille l'espace politique camerounais. Cette contradiction, c'est que toute la classe politique camerounaise, toute, à quelques exceptions près, est obligée de travailler contre le Cameroun, de travailler contre la vocation du Cameroun. Parce que si vous voulez porter cette vocation, eh bien,
vous avez en face de vous le colon. Quand je parle du colon, c'est depuis les Allemands, hein, en passant par la France, par les Français, les Anglais. Le colon est là justement pour vous empêcher de le faire. Il s'ensuit donc une bagarre épique, une lune épique, qui a des épisodes, n'est-ce pas? Il y a des moments où ça monte, il y a des moments où ça baisse. Mais cette tragédie féconde toute la marche de notre pays des années 60 jusqu'à aujourd'hui. Vous avez donc d'un côté les patriotes qui continuent cette vieille tradition de lutte. Et vous avez d'un côté un autre groupe de Camerounais, d'hommes politiques, qui assument cette tradition d'asservissement, de servitude, n'est-ce pas, que le colon a voulu nous imposer. Voilà la dialectique centrale du jeu politique camerounais. Maintenant, cette dialectique s'est complexifiée avec le temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus une frontière partisane qui sépare les deux camps. Les frontières sont les partisanes, les frontières sont devenues globales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez d'un côté des patriotes dans les deux bords, les anti-patriotes dans les deux bords. Vous avez l'autre mouvement qui se fait, c'est que les anciens héritiers de la colonisation ratée, ce qu'on appelait souvent les héritiers de Joula, beaucoup sont convertis et regagnent le champ patriotique. Pendant que les nouvelles générations, une nouvelle génération d'ojulatistes monte. C'est quoi cette nouvelle génération d'ojulatistes? C'est toute cette classe politique qui aujourd'hui, sous prétexte d'alternance, de changement démocratique, veut placer le Cameroun encore sur une nouvelle tutelle coloniale. Cette fois-là, des Américains, évidemment accompagnés par la France. Donc voilà le champ, voilà la dialectique fondamentale qui travaille le champ politique camerounais. Si on oublie ça, on ne peut pas décrypter de façon fondamentale ce qui se joue dans notre pays. En résumé, qu'est-ce qu'on peut dire? Les traditions politiques camerounaises sont doubles de manière fondamentale. Il y a ce que j'appelle la tradition collaborationniste. C'est-à-dire, c'est une tradition qui pense que pour que le Cameroun vive, il faut qu'elle soit sous la tutelle de l'étranger. Et il y a l'autre tradition, la tradition patriotique, la tradition libératrice. Depuis les Mangabé, je l'ai dit, jusqu'à Oumyobé Wandje, et la génération de nouveaux patriotes qui montent aujourd'hui, cette tradition pense que le Cameroun a une vocation universelle, elle a quelque chose à donner au monde qui dépasse ce qu'elle a reçu des colons et de son histoire passée. Et cette tradition-là est convaincue de ce que le Cameroun doit l'avoir passé pour que, n'est-ce pas, les colons profitent aussi de la lumière qui va jaillir, n'est-ce pas, de ce Cameroun-là qui est bâti par ses fils en toute liberté. Donc voilà les deux traditions fondamentales qui traversent le Cameroun. Bon, il y a des partis satellites qui veulent tourner autour en se présentant d'une façon ou d'une autre par des noms plus ou moins bizarres, mais de manière fondamentale. Voilà les deux camps qui s'affrontent au Cameroun. Je vais encore être plus clair. La dernière élection présidentielle 2018 a encore clarifié de façon fondamentale cet affrontement-là. Vous avez d'un camp la coalition du changement, incarnée par M. Kamto. De l'autre côté, la coalition, n'est-ce pas, dirigée par le président Biya. Alors, ces deux camps-là, c'est-à-dire que ces deux camps qui s'affrontent à la présidentielle, traduisent et reflètent cette complexification du jeu politique au Cameroun que j'ai signalé tout à l'heure. Vous avez M. Kamto qui apparemment, n'est-ce pas, paraît un homme de changement, il paraît neuf, pour ceux qui le découvrent, il paraît neuf et il veut la démocratie, il veut l'alternance. Alors que le projet qu'il porte, c'est un projet de recolonisation. Et vous avez d'un côté le président Biya qui est l'héritier du coloniat français dans d'autres pays, mais qui, faisant son chemin, a renoué avec les traditions patriotiques de notre pays. Traduisant par là cette partie, n'est-ce pas, tout à l'heure j'ai parlé de ça, ce camp, n'est-ce pas, qui historiquement est fils des anciens colonisateurs, mais qui aujourd'hui a renoué
avec les combats de Wandje, de Moumié, de Mangabel, et qui aujourd'hui est bon gré, mal gré, au centre des enjeux de libération de notre pays. Paradoxe des paradoxes. Voilà l'exemple même du caractère complexe du Cameroun. Qui aurait cru qu'aujourd'hui, en plein XXIe siècle, M. Kamto incarnerait un projet de recolonisation du Cameroun, alors qu'en face, le président Biya incarnerait le projet de libération. Voilà le paradoxe, voilà le champ politique camerounais. Alors si on n'est pas aguerri à l'analyse politique, on va très vite se fourvoyer si on se contente de répéter des imbécilités du genre alternance à 2 tours, dictateur, il a 5 000 ans au pouvoir, ce type de gadgets, de slogans qui ne représentent absolument rien.